pour observer des changements sur certains attributs et des bindings pour faire des liaisons entre les attributs de différents objets. On va rapidement voir un petit exemple. Donc on a un objet task qui hérite donc d'EmberObject. Et là on va voir qu'on a une propriété, donc une computed property dynamique qui s'appelle createdSince, qui va calculer en fait, donc là on l'a vu, dans le constructeur il y a createdAt qui va s'initialiser à la date courante, et createdSince ça va dire cette tâche a été créée il y a 5 minutes. Et du coup, rien qu'en déclarant ça, Ember va être capable de calculer createdSince automatiquement pour nous et de le mettre à jour automatiquement dès que createdAt va changer. Et entre-temps, ça va être mis en cache. On a à peu près le même fonctionnement pour les collections. Donc là, j'ai un utilisateur qui a une liste de tâches et je vais avoir un attribut remaining task qui va me dire le nombre de tâches restantes à effectuer. Et je vais dire à Ember, cette propriété, tu vas me la recalculer à chaque fois que l'attribut down de l'une des tâches de la collection va changer, avec la syntaxe @each. Voilà, donc vraiment un modèle objet qui est bien plus poussé, bien plus puissant avec Ember. En ce qui concerne Angular, lui, va nous laisser un peu plus libre de nos mouvements sur JavaScript. On va vraiment pouvoir faire nous-mêmes nos objets, construire nos contrôleurs un petit peu comme on veut, utiliser le prototype, faire des objets simples. Donc par contre, il y a une notion qu'il apporte, Angular, qui s'appelle l'injection de dépendance. Donc il apporte un conteneur d'injection de dépendance. Et c'est vraiment un concept très intéressant. Ça va nous permettre de bien séparer nos composants entre eux, de faire en sorte d'avoir tous nos composants avec des responsabilités bien limitées, bien isolées, et de les faire interagir entre eux via l'injection de dépendance. Donc ça apporte la séparation des responsabilités, mais aussi beaucoup de bonnes choses pour la testabilité. Donc par exemple, on va pouvoir facilement remplacer des implémentations spécifiques par des mocks pour faire des tests unitaires très simplement de nos composants Angular. Donc là, un petit exemple, je vais déclarer un service task. C'est le service qui va me permettre d'accéder, de communiquer avec mon API REST, de récupérer des tâches, d'en persister, etc. Une fois que je l'ai déclaré, donc là je déclare mon task controller, je dis que je vais avoir besoin de la dépendance task et automatiquement elle va être injectée par Angular dans la fonction callback. Donc pour conclure sur le modèle objet, on va vraiment avoir quelque chose de très simple avec Backbone, de l'héritage simple. Ember, on a vraiment un modèle objet qui est très puissant, qui va être à la base du framework. Et avec Angular, on va être plus libre, on va pouvoir travailler nous-mêmes avec notre JavaScript et on va profiter un maximum de l'injection de dépendance. On va parler maintenant du MV quelque chose, MV étoile. Donc on ne va pas rentrer dans le détail des différences sémantiques entre les différentes couches, mais bon, on va retrouver des modèles, des vues, et après des contrôleurs, vue modèle, delegate, etc. Et donc on va voir comment chacun des frameworks il va faire en sorte que les responsabilités de chacune de ces couches soient bien isolées et séparées. On va commencer avec Backbone. Donc Backbone, il y a un composant modèle, Backbone model, qui nous apporte des mutateurs avec des points get et des points set qui vont nous permettre d'accéder et de modifier des attributs. C'est très important, Backbone nous force à passer par des points set pour modifier nos attributs parce que ça va lui permettre d'intercepter des changements sur les attributs et de lever tout un ensemble d'événements qu'on va pouvoir câbler plus tard dans notre application. Et du coup, quand un attribut change, il va lever un événement change. Quand le modèle est détruit, il va lever un événement destroy ou synchroniser avec le serveur un événement sync. En ce qui concerne la vue, dans Backbone, donc il y a un composant qui s'appelle Backbone View. Elle va contenir un élément du DOM en mémoire, et le travail de la vue, ça va être de venir populer cet élément du DOM pour après le rattacher à notre page HTML. Donc une vue, c'est vraiment une portion du DOM. Une vue, généralement, elle va gérer un modèle ou une collection et va travailler dessus pour faire le rendu. Comme on peut le voir, l'implémentation de la fonction render dans Backbone, elle est vide. Donc comme beaucoup de choses avec Backbone, il nous laisse vraiment le choix de faire un petit peu ce qu'on veut. Il ne fait pas de choix pour nous, il donne vraiment juste la structure de base et c'est après à nous de venir faire nos implémentations. Donc là, on va venir câbler un moteur de template externe ou directement manipuler du jQuery pour populer notre élément. Il n'y a pas de notion explicite de contrôleur avec Backbone. Du coup, quelque chose qui peut être un petit peu surprenant, c'est qu'on va retrouver les logiques qu'on a l'habitude de voir dans les contrôleurs, comme la sauvegarde du modèle, la mise à jour du modèle, on va souvent les retrouver dans les vues. Donc c'est ce qu'on peut voir là. Donc il faut bien en avoir conscience, ça peut être des fois un petit peu dérangeant de se dire que dans ma vue, en fait, je vais faire de la sauvegarde de mon modèle. On va passer à Ember. Donc Ember, comme je vous le disais avec EmberObject, et du coup le modèle Ember, il va hériter automatiquement de toutes les features qu'on a dans EmberObject, que ce soit de l'héritage, les composite properties, les observers et les bindings. Pour la vue, Ember il va beaucoup plus loin que Backbone. Il fait des choix pour nous, il décide de travailler avec le moteur de template qui s'appelle Handlebars, et donc du coup il a une profonde intégration avec ce moteur de template. Automatiquement, on va pouvoir lui dire, écoute, tu prends ce template, et lui, il va s'occuper de le compiler, de l'exécuter, de faire le rendu et de rattacher tout ça dans l'application, quelque part.
un héritage un petit peu des communautés Rails, Ruby sur Ember, c'est qu'on va pas mal avoir de conventions over configuration dans le développement de nos applications Ember. Et notre vue, en fait, si finalement on n'a pas besoin de mettre de logique d'interaction utilisateur avancée et qu'on n'a pas besoin de l'implémenter, en fait, Ember il va en créer une à la volée dynamiquement pour nous. Et du coup, voilà, si vraiment on n'a pas de logique avancée dans cette vue, c'est fait automatiquement, on n'a pas besoin de créer la vue, il va juste prendre le template et le rendre. Donc du coup, là, j'ai le bout de code qui correspond à la liste des tâches qu'on avait sur la gauche. Donc là, task 1, task 2. Et donc, voilà, on voit un petit peu les petits blocs handlebars, on va itérer sur nos tâches, toutes les tâches qui sont dans la collection, et on va afficher un lien vers l'affichage de la tâche et le titre de la tâche. Il y a une notion de contrôleur en Ember, mais c'est une notion de contrôleur qui est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de manipuler côté serveur, dans la MVC côté serveur. Le rôle du contrôleur d'Ember, ça va vraiment être de décorer le modèle avec tout ce qui est logique de rendu. On va pas avoir toute la sauvegarde, la communication avec le serveur, généralement on ne va pas trop la trouver dans le contrôleur. Et donc là, si on prend l'exemple de l'application, quand je dis logique de rendu, typiquement c'est le fait d'avoir la tâche 2 qui est surlignée en gris, qui est la tâche active, donc cet attribut active, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir persister sur le serveur, c'est juste quelque chose qui est utile pour le rendu de l'application, pour manipuler l'application. Et du coup, c'est typiquement ce type d'attribut-là et cette manipulation qu'on va retrouver dans les contrôleurs Ember. Voilà, de la même manière, on va profiter de conventions over configuration. Si on n'a pas vraiment de logique de rendu particulière à mettre en œuvre, Ember va nous proposer une implémentation par défaut d'un contrôleur automatiquement. En ce qui concerne Angular, donc Angular, je vous l'ai dit, on va travailler vraiment sur des objets JavaScript un petit peu comme on veut. Mais ce modèle, en fait, on va venir le populer dans ce qu'on appelle le scope. Le scope, c'est vraiment la glue entre les contrôleurs Angular et les vues Angular. Les vues Angular, on va le voir juste après. Donc du coup, dans le scope, on va venir mettre un petit peu tout notre modèle et c'est là qu'on va manipuler ce modèle. Sur la vue, on a une approche complètement différente du coup de Ember. Il ne va pas travailler sur des templates en chaîne de caractères comme Ember, il ne va pas s'occuper d'aller parser des chaînes de caractères, trouver des placeholders, les remplacer, les compiler, etc. Il va vraiment, lui, embrasser HTML, embrasser le DOM et travailler directement sur notre arbre DOM. C'est-à-dire que voilà, les vues dans Angular, c'est simplement notre DOM. Et du coup, il va avoir une approche déclarative, on va venir enrichir notre DOM avec des directives Angular qui vont lui permettre de le dynamiser. Un truc qui peut être surprenant, c'est que quand on commence à découvrir Angular, en fait, on se rend compte qu'on va faire des ng-click, on va avoir la directive click qui va invoquer une fonction JavaScript. Et donc, c'est un peu surprenant parce que pendant de longues années, on s'est dit que finalement, faire du inline JavaScript dans notre HTML, c'est pas super, avec les onClick par exemple. Mais voilà, il faut bien voir qu'avec Angular, ils approchent la vue d'une façon complètement différente, qui s'approche un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir avec des applications Flex, par exemple. Donc là, du coup, pareil, l'affichage de notre liste de tâches, on voit que là, on n'a pas de bloc particulier, on va vraiment mettre une directive dans notre LI, on va dire, répète ce LI tant qu'il y a des tâches dans la collection. Et on va afficher de la même manière un lien avec le titre de la tâche. Donc de la même manière, il y a une notion de contrôleur en Angular, mais elle va être plus classique, plus proche de celle qu'on a l'habitude de voir de côté serveur. Donc les contrôleurs ils vont être écrits en JavaScript. Donc on n'a pas de vue écrite en JavaScript, mais c'est directement de l'HTML, mais les contrôleurs vont être écrits en JavaScript. Ils vont fortement profiter de l'injection de dépendance, comme on l'a vu un peu plus haut. On va pouvoir vraiment injecter des services dans ces contrôleurs et faire en sorte qu'ils aient des responsabilités bien isolées et qu'on puisse les tester unitairement assez facilement. Et donc le rôle du contrôleur, ça va être de venir populer dans le scope, de récupérer nos modèles et de venir populer dans le scope ce modèle-là pour le rendre disponible à la vue. Donc là, voilà un exemple de contrôleur. Donc on va avoir le contrôleur pour le détail d'une tâche. On va injecter du coup dedans le scope, les paramètres de la route, le service tâche qui va me permettre de communiquer avec mon API serveur. Donc là, je récupère l'ID de la tâche que je veux afficher. Je la requête à mon service task et ensuite je la popule dans le scope. Une fois qu'elle est dans le scope, du coup dans ma vue, dans mon HTML, je vais pouvoir afficher son titre et sa description. Pour conclure sur MV étoile, donc une structure très basique pour Backbone. On a vraiment un MVC complet avec des templates basés sur handlebar, sur des chaînes de caractères avec Ember, et une approche complètement différente sur Angular qui va vraiment embrasser HTML et profiter de l'injection de dépendance pour faire communiquer ses composants. On va parler maintenant de binding. Donc le binding, ça consiste à connecter des propriétés d'objets entre elles et à finalement faire de la synchronisation entre nos données et nos vues.
Donc un petit exemple rapide. Hop. Là, quand je modifie la valeur dans le champ, automatiquement, le texte en dessous se met à jour. Donc, concernant Backbone, il n'y a pas de binding automatique. On ne va pas avoir du binding qui va être fait entre nos objets automatiquement. On a vu qu'on avait les événements qui vont être levés par le modèle, et ça va être à nous de faire le câblage manuel entre les événements qui vont être levés par des composants Backbone et de la logique qu'on va vouloir exécuter, notamment re-rendre des vues. Donc, du coup, voilà, les événements sur le modèle, du change, des destroy, des sync. On va avoir les mêmes événements sur des collections. Dès qu'on ajoute un élément dans une collection, qu'on enlève un élément d'une collection, qu'on la remet à zéro, qu'on la synchronise avec le serveur, on va avoir tous ces événements-là qui vont être à disposition. Ça va être à nous d'en profiter pour mettre à jour dynamiquement notre interface. Donc, du coup, là, le petit exemple, ça, c'est le code de l'implémentation du petit exemple qu'on vient de voir avec le champ. Donc, la prompt view, on a deux vues, le champ et l'affichage du hello en dessous. Donc la prompt view, on va écouter l'événement change, on va écouter l'événement keyup sur l'input. Quand on va intercepter un keyup, on va appeler la fonction change. Dans la fonction change, on va mettre à jour notre modèle en passant par set. Du coup, comme on va passer par set, automatiquement, on va avoir un événement change qui va être levé. Et du coup, ce qu'on va faire dans la hello view, c'est qu'à l'initialisation, on va lui dire, écoute, tu vas écouter l'événement change sur le modèle que tu manipules, et à chaque fois que tu vas intercepter un change, tu vas te rendre à nouveau. Et du coup, le rendu va se mettre à jour. Voilà, ce câblage, c'est vraiment de notre ressort de le faire manuellement. En ce qui concerne Ember, on va avoir du data binding bidirectionnel, donc dans les deux sens entre les différents objets, qui va être là et mis en place pour nous automatiquement. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites pour nous automatiquement. Et du coup, on ne va pas le maîtriser finement, on va avoir du data binding automatique un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment pareil au cœur de Ember Object. Et l'intégration de handlebars avec une technologie qui s'appelle Metamorph va permettre de mettre à jour automatiquement nos moteurs nos vues. Metamorph, en quoi ça consiste? Donc on l'a vu, Ember il travaille sur des chaînes de caractères, des templates en chaîne de caractères. Et du coup, pour être capable d'aller, une fois notre HTML rendu, mettre à jour des portions particulières de l'HTML, quand on va inspecter notre application Ember, on va voir qu'il balance plein de balises script un petit peu partout. Et c'est ces balises script qui vont lui permettre d'aller mettre à jour très précisément et très finement un champ particulier. Donc par exemple, on voit Metamorph, cat, start et end avec task 1, ça correspond au titre de la tâche. Si le titre de la tâche change, Ember automatiquement, par l'intermédiaire d'handlebars et de Metamorph, il va aller mettre à jour cette petite portion du DOM. Enfin, on va parler d'Angular avec, pareil, un data binding bidirectionnel. On a parlé de scope tout à l'heure, c'est vraiment ce scope. Tous les objets qui vont être dans le scope, ils vont être surveillés par Angular, et c'est tous les objets qui sont dans le scope qui vont bénéficier du data binding. Et donc un truc qui est surprenant avec Angular quand on commence à découvrir Angular, c'est que Angular ne nous force pas à passer par des points set et des points get. Du coup, on se demande rapidement comment il fait pour détecter des changements dans nos modèles et pour aller mettre à jour les vues en conséquence. Et en fait, il met en place un mécanisme qui s'appelle le dirty checking. C'est-à-dire que dès que vous allez exécuter du code dans votre application Angular, ce code il va être wrappé dans un contexte d'exécution. En fait, à la fin de ce contexte d'exécution, on va rentrer dans une boucle. Angular va aller inspecter tout ce qu'on a mis dans le scope, il va regarder tous les objets JavaScript qu'il y a dans le scope, il va faire en sorte de détecter les changements, et donc il va aller en profondeur vraiment dans tous les objets JavaScript, et quand il va détecter les changements, du coup il va mettre à jour automatiquement le DOM pour nous, et très précisément, puisque comme il travaille sur des templates en DOM, il sait automatiquement les nœuds auxquels il doit rattacher des changements d'interface. Pour conclure sur le binding, on a vraiment un contrôle très fin avec Backbone, par contre on a pas mal de câblage manuel à faire, mais voilà, vraiment, on contrôle tout ce qu'on veut mettre en place en termes de binding. Pour conclure sur Ember, on peut dire que voilà, on a quelque chose de très puissant qui va nous mettre plein de binding de partout. Par contre, les balises Metamorph, elles peuvent être un petit peu perturbantes quand on va commencer à inspecter notre application web. Et sur Angular, on peut s'interroger un petit peu sur le coût du dirty checking et comment ça se passe quand on va avoir vraiment un scope avec plein d'objets, plein de profondeurs, des collections, des tableaux, etc. On va parler maintenant du routing. Donc le routing, je vous montrais tout à l'heure sur l'application, les changements d'URL. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour le développement d'applications web. Nos applications web, elles tournent dans un navigateur, on a l'habitude d'utiliser nos URL, de partager des liens, de les bookmarker, de les envoyer, d'utiliser l'historique. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense est important et qui doit être adressé correctement par ces frameworks. Et donc, pour finir sur le routing aussi, dire que le routing pour une application riche en JavaScript, il est un petit peu différent du routing qu'on avait avant. On va vraiment avoir des applications qui vont être dynamiques avec des bouts qui vont être un peu plus statiques, comme par exemple ma liste des tâches sur la gauche qui ne va pas forcément bouger, alors que je vais mettre à jour une vue qui est sur la droite, qui va soit m'afficher le détail d'une tâche, soit le formulaire pour l'édition, etc.
Et donc on va avoir des layouts un peu plus dynamiques, et on va voir comment du coup chacun des frameworks répond aux besoins un petit peu complexes de routing pour les single page applications. Donc Backbone, de la même manière, il va vraiment nous donner une structure, il va rester assez simple, on va avoir le routeur et history, on va avoir un petit du support du push state qui va nous permettre de supprimer les dièses qu'on va retrouver dans les URL. Et voilà, très simplement, son fonctionnement, c'est une route qui match, j'appelle un callback. Et après, ça va être à nous encore de faire le câblage manuellement dans le callback, dans l'implémentation du callback. Et du coup, ça va être à nous aussi de un petit peu faire la gestion de nos layouts un peu compliqués, de faire la gestion de la mémoire. On va en parler tout de suite sur l'exemple qui suit. Donc là, voilà, on a par exemple notre routeur pour la gestion des tâches, avec la liste des tâches, pour créer une tâche, afficher une tâche avec son ID, etc. Et du coup, on va regarder là un petit peu le détail de la route show. Donc pour afficher le détail d'une tâche, il faut d'abord que je m'assure que j'ai ma liste des tâches qui est bien rendue sur la gauche, et qu'après je rentre mon détail de la tâche sur la partie droite de l'application. Donc je vais lui dire, voilà, c'est vraiment moi qui ai dû implémenter ça. Je vais lui dire, écoute, moi à droite, ce que j'ai, c'est une vue courante, donc current, et je vais lui dire, affiche-moi dans cette vue courante le détail de la vue pour la tâche qui a l'ID que je te donne. Dans cette vue courante, du coup, je vais aller récupérer ma tâche. Je vais appeler 10.list, et dans 10.list, je vais m'assurer que la liste des tâches est déjà rendue sur la gauche et bien présente. Ça, je le fais manuellement. Et ensuite, je dis, voilà, ma vue courante, je vais l'instancier, je vais la rendre, et je vais l'attacher dans ma page HTML. Et donc voilà, si on regarde un petit peu l'implémentation de liste, là, j'ai un petit peu la logique qui va faire en sorte de regarder est-ce que ma liste n'est pas déjà affichée, est-ce que du coup je suis déjà dans l'application, j'ai déjà navigué et du coup ma liste est déjà là, ou alors est-ce que c'est le premier chargement, j'arrive, du coup cette liste n'est pas affichée et du coup il faut vraiment que j'instancie ma vue qui va gérer toutes les tâches, afficher toutes les tâches dans ULLI, et puis l'attacher dans la page HTML. Et un autre point très important, c'est que il va falloir que je fasse bien attention à bien supprimer la vue courante si elle existait déjà. C'est-à-dire que là, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des notions de vue zombie, de fuite mémoire. Donc dès qu'on va avoir des objets qui vont écouter des événements, on va écouter change sur un modèle. Si ces modèles sont toujours référencés quelque part, ils ne vont pas pouvoir être garbage collectés par JavaScript. Et du coup, on va avoir ces vues, même si elles ne sont plus affichées, et en fait, elles vont toujours écouter les événements sur le modèle, et elles vont déclencher des événements zombies. C'est ce qu'on appelle des vues zombies. Et du coup, des fuites mémoire, parce que du coup, elles vont toujours rester en mémoire. Et donc ça, ce travail de faire le remove, ça va détacher un petit peu tous les handlers sur les événements. Donc on va te dire, écoute, arrête d'écouter change sur ce modèle-là, et du coup, la vue, elle va pouvoir disparaître, être garbage collecté, et il n'y aura plus d'événements zombies. C'est vraiment quelque chose qui va être à notre charge, en tout cas, dans le développement d'applications Backbone. En ce qui concerne le routing avec Ember, ils ont vraiment considéré le routing comme quelque chose d'important, un peu comme je vous disais, et de spécifique au développement d'applications single page. Et du coup, ils ont vraiment réfléchi et ils ont conçu le routeur, déjà au départ, sur la création du framework, ils ont conçu ça comme une machine à état fini. Et ils se sont dit finalement, notre application, quand on va naviguer dedans, on va passer par une suite d'états. Et moi, ce que je vais faire pour une URL donnée, c'est que je vais reconstruire l'état de mon application et converger vers un état donné. Et du coup, je vais un petit peu emboîter différentes vues, un peu comme des poupées russes, pour reconstituer mon application en fonction d'une URL donnée. Donc si on prend un exemple, là on voit un petit peu cette notion de hiérarchie, d'héritage, où je vais avoir une route principale tasks, et du coup je vais être obligé de passer par cette route principale pour accéder aux sous-routes, les sous-routes qui vont être la création d'une tâche, l'affichage du détail d'une tâche ou l'édition d'une tâche. Et du coup, ce qu'il va faire Ember, c'est que quand on va aller dans une de ces routes de tasks, il va s'assurer que quoi qu'il arrive, on est passé par la route tasks et qu'on a fait le travail de rendre tout ce qui est associé à cette route tasks. Et pour faire cette imbrication, en fait, on va avoir un petit plugin handlebars qui s'appelle Outlet, et c'est là qu'on va venir imbriquer finalement nos sous-vues et construire un petit peu dynamiquement notre page et converger vers l'état qu'on souhaite avoir en fonction de l'URL donnée. En ce qui concerne Angular, donc le routeur est beaucoup moins poussé que celui de Ember. On a vraiment l'impression que c'est vraiment une notion qui arrivait un peu plus tard. Ils ont d'abord construit les bases d'Angular, etc., et que la notion de routing, elle est venue un petit peu à côté. Et du coup, on a un routing qui est beaucoup moins adapté, en tout cas, au développement d'applications single page. On va pas avoir du coup cette notion de composition, d'imbrication de vues. On va juste avoir une directive ngView. Et ce que va faire Angular, c'est qu'il va venir remplacer tout l'HTML qu'il y a dans ngView par le rendu de la route courante. Donc un contrôleur et un template associé. Du coup, je vais avoir du mal avec Angular à dire, voilà, j'ai cette vue qui est un petit peu statique sur la gauche, et cette vue-là qui va changer. Donc après, on va pouvoir le dire en
en jouant un petit peu, en faisant en sorte d'avoir finalement le ngView, c'est juste à droite, mais si on a une application avec différents layouts, une grosse application, et là on va être un petit peu embêté et on va être limité par le routeur d'Angular. Donc voilà, du coup, une route, on va associer un template et un contrôleur, très simplement, et du coup il va venir exécuter le contrôleur, compiler le template, le rendre, etc., et venir tout remplacer dans ngView. Pour conclure sur le routing, avec Backbone, tout est possible puisque tout est manuel. Et on doit faire très attention, un petit peu comme je vous l'ai expliqué, à la gestion de la mémoire. Donc ça peut aller très vite. A l'inverse, Ember, il va vraiment un petit peu s'occuper de tout ça pour nous. Il va nous donner vraiment un routeur puissant qui est vraiment adapté aux single page applications. Et il va vraiment s'occuper du nettoyage, de la gestion de la mémoire pour nous automatiquement. Et donc pour moi, le routeur d'Angular, pour l'instant, c'est un petit peu un point faible et j'ai l'impression qu'il a encore besoin d'amélioration. On va parler un petit peu maintenant comment on va communiquer, comment nos applications vont communiquer avec des API côté serveur, la plupart du temps avec des API REST. Donc on va voir à quel point ces interconnexions elles vont être flexibles, comment les frameworks vont nous permettre de communiquer avec des API qui vont être un petit peu diverses et variées, et à quel point ça va être facile d'implémenter cette communication. Donc pour Backbone, on va avoir un composant pareil assez simple qui s'appelle Backbone Sync. Mais en fait, ce composant il marche assez bien. Donc si on a une API qui est REST, qui a une bonne sémantique, qui utilise bien get, post, put, etc., en fait, on va le brancher très facilement et tout de suite, ça va marcher. Et comme Backbone, on fait plein de choses manuelles, on va pouvoir facilement customiser le parsing de la réponse des serveurs ou l'envoi des données au serveur. Donc là, du coup, si je veux facilement faire en sorte que je communique avec une ressource tâche, j'ai plus qu'à mettre une URL, et là, Backbone, automatiquement, il va faire des posts, des puts, des get très facilement. Et du coup, il nous met à disposition des fonctionnalités type Architecture Record sur nos modèles. On va pouvoir faire des points save sur nos modèles. Et le point save va déclencher un post ou un pot. En ce qui concerne Ember, il y a un projet à côté d'Ember qui s'appelle Ember Data. Et Ember Data, du coup, il va avoir de grosses ambitions. De tellement grosses ambitions qu'on va retrouver des concepts qu'on a l'habitude de voir plutôt côté ORM, côté serveur. Donc on va avoir des notions de mapping. On va dire tel champ, c'est une chaîne de caractères, c'est une date. On va avoir même des notions de relations avec des as-one, des as-many, et même des notions de transaction. Donc Ember Data est vraiment très très ambitieux. Il y a une notion d'adapteur, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire Ember Data, en fait, il va faire la passerelle soit vers une API REST, soit vers du local storage, soit vers directement de la mémoire, soit vers autre chose. Récemment, quand ils ont un petit peu refait Ember Data, parce qu'Ember Data, du coup, il a eu du mal à se stabiliser avec ses ambitions, l'API a beaucoup bougé, etc. Ils se sont dit, finalement, il n'y a pas vraiment de standard pour communiquer pour le format des données JSON qu'on va échanger avec une API REST. Et du coup, ils ont un petit peu travaillé avec leurs copains développeurs de framework. Ils ont dit, voilà, on va essayer de sortir une spécification pour uniformiser la communication avec des API REST. Et du coup, il y a JSON API Specification qui est sorti et qui va être implémenté par Rails API. Et puis, ils ont pour ambition de faire en sorte que cette API soit implémentée par les différents frameworks côté serveur qui vont nous permettre de développer des API REST. Et du coup, automatiquement, si on suit ces spécifications, on va pouvoir câbler Ember Data très facilement. Donc Ember Data très, très ambitieux, encore en phase de stabilisation, il est pour l'instant qu'en bêta 2, mais voilà, on commence enfin à voir le bout du tunnel, à avoir une API qui commence à se stabiliser. Du coup, pareil, on va avoir à disposition avec Ember Data une fonction save sur nos modèles, et puis un petit peu un fonctionnement avec des promesses. Une fois que tu as sauvegardé, si ça a bien fonctionné, tu vas faire une transition, aller vers une route différente, ou alors tu vas afficher une erreur. Angular, donc du coup, il a cette notion de service d'injection de dépendance. Il va venir avec deux services pour faire de la communication avec nos API REST. Un service un peu plus bas niveau qui est le service HTTP, où là, vraiment, on va lancer des requêtes AJAX, communiquer avec nos API REST. Et un service un peu plus haut niveau, ressources, qui va vraiment avoir la sémantique. On va lui dire, voilà comment tu communiques avec notre API REST, à quel moment tu vas faire des get, des posts, des puts. Avec l'injection de dépendance, du coup, on va fortement profiter de ce processus pour rendre nos contrôleurs testables. Comme je vous le montrais tout à l'heure, on va faire en sorte d'injecter du coup ce service qui va nous permettre de communiquer avec nos API REST, et on va pouvoir remplacer cette implémentation par des mocks, par des stubs qui vont nous permettre de tester unitairement très facilement notre contrôleur. Donc là, voilà, c'est le même exemple que tout à l'heure, je déclare mon service task qui va utiliser l'autre service de la ressource pour communiquer avec une API REST. Et du coup, ensuite, je vais pouvoir sauvegarder une tâche. Et quand ça s'est bien passé, je fais une redirection sur une nouvelle route. Donc pour conclure sur les API serveurs,
on va avoir quelque chose de facilement customisable qui va marcher assez facilement avec Backbone. Avec Ember, on va avoir quelque chose de très ambitieux, qui est très puissant, avec différents adapteurs, mais qui n'est pas encore mature. Donc on va vraiment attendre un petit peu que ça converge vers la 1.0. Par contre, il faut bien savoir que cette dépendance entre Ember et Ember Data, elle n'est pas forte. On peut facilement se débarrasser d'Ember Data et faire nous-mêmes nos requêtes avec $.ajax en utilisant jQuery directement pour communiquer avec nos API serveurs. Et le gros point fort avec Angular, c'est la testabilité. En tirant parti de l'injection de dépendance, on va vraiment pouvoir tester unitairement nos contrôleurs. On va parler maintenant des composants. Donc voilà, on va avoir de plus en plus dans les applications des composants riches qu'on va vouloir réutiliser dans nos applications. Donc on va regarder un petit peu comment ça va être facile avec chacun de ces frameworks d'écrire des composants réutilisables. Et on va aussi regarder un petit peu les composants qui vont être inclus par défaut dans ces frameworks. Donc Backbone, voilà, il reste toujours sur sa philosophie très simple, structure de base. Il n'y a pas de notion explicite de composants. Donc ce qu'on va faire quand on va réutiliser des composants, on va juste faire des vues Backbone qu'on va vouloir instancier un petit peu n'importe où. Ça va être à nous vraiment de gérer pareil, leur rendu et leur attachement dans notre page HTML. Il y a une notion de composants plus poussée avec Ember. Donc voilà, c'est pareil, c'est toujours des vues réutilisables, mais voilà, il y a cette notion de composants. On va pouvoir déclarer des composants assez facilement. Automatiquement, Ember il va nous enregistrer ces composants dans des plugins handlebars, et du coup, on va pouvoir les utiliser dans nos templates handlebars facilement. Et donc, il y a déjà des composants built-in. Donc là, par exemple, on a un composant pour les inputs, pour les text area, et donc ces composants ils vont être un peu plus riches, ils vont avoir des listeners, ils vont avoir du binding qui va être mis en place gratuitement pour nous. Et nous, on va pouvoir créer nos propres composants, des composants calendrier, etc. Tout ce qu'on pourrait imaginer. La notion de composant avec Angular, elle est très puissante. Ils ont cette notion de directive. Donc Angular, ils ont vraiment essayé d'anticiper un petit peu sur les futures spécifications, sur les futures technologies du web, et notamment les web components. Et donc voilà, cette notion de directive qui essaye de s'approcher des web components. Et on va carrément pouvoir déclarer des éléments HTML personnalisés, des éléments HTML custom. Donc du coup, c'est vraiment très très puissant. Mais derrière, quand on commence à étudier l'API, à regarder un petit peu la documentation des directives dans Angular, on va vite être confronté à des notions un petit peu complexes avec des petits arrobas, des égales, des notions de transclusion, de restriction, etc. Avec une API pas très sympa à utiliser, avec des arrobas, juste des lettres qui vont... Donc voilà, c'est vraiment très puissant, mais en tout cas, le coût de montée en compétence sur le développement de directives en Angular, il ne faut pas le négliger, il est assez important. Et donc du coup, comme Angular il embrasse l'HTML, mais en fait il y a plein de directives incluses par défaut, et finalement les balises HTML qu'on va utiliser assez classiquement, les inputs, c'est déjà des directives Angular qui vont être enrichies et dynamiques. Donc pour conclure sur les composants, avec Backbone, donc voilà, les composants ça va être juste d'être des vues custom. Avec Ember, on va avoir des plugins handlebars qui vont être déclarés pour nous, on va pouvoir leur associer des contrôleurs, faire plein de choses assez sympas et assez facilement. Et Angular, on va vraiment déclarer des éléments HTML custom avec ces directives, mais par contre, il faudra faire attention sur la montée en compétences. Faire un petit focus sur la testabilité des trois frameworks. Donc, l'avantage avec Backbone, c'est que comme tout est explicite et que c'est nous qui allons faire beaucoup de câblage manuel, en fait, on maîtrise beaucoup le code de notre application Backbone. Et du coup, en fait, on va très facilement pouvoir instancier nous-mêmes nos composants, les tester unitairement, et on va savoir un petit peu comment tester tout ça. On a vraiment les mains dans le cambouis, dans la machinerie. Donc par contre, comme il y a beaucoup de code manuel avec Backbone, du coup ça veut dire qu'il va falloir faire pas mal de tests. En ce qui concerne Ember, ils ont du coup bien designé leur framework et ils ont fait en sorte qu'il soit bien testable. Mais par contre, pour l'instant, les tests dans Ember, ils ne sont pas bien mis en avant, ils ne sont pas bien documentés. Comme il y a beaucoup de conventions over configuration, en fait, finalement, ces conventions, comme elles font plein de choses pour nous, elles vont instancier, elles vont mettre en relation les composants entre eux, nous, la machinerie interne, on ne la maîtrise pas, on ne sait pas trop comment ça se passe, et du coup, ça va être plus difficile pour nous de tester unitairement nos différents composants Ember. Mais voilà, ils vont travailler sur ce point, ils ont déjà commencé à mettre des guides sur la testabilité des applications Ember. Et c'est un gros point fort pour Angular, par contre, la testabilité, parce que la testabilité, elle est vraiment encouragée et mise en avant. Quand on va sur le site d'Angular, qu'on commence à découvrir Angular, qu'on va suivre leur tutoriel, on va voir qu'à chaque étape du tutoriel, on va avoir le développement, l'implémentation et le test associé. Vraiment, ils ont mis des gros efforts sur la testabilité des applications Angular, que ce soit sur les tests unitaires avec l'injection de dépendance ou sur les tests de bout en bout avec Karma pour tester nos applications. On va parler maintenant un petit peu de l'écosystème de chacun de ces frameworks. Donc l'écosystème Backbone,
Backbone, c'est vraiment un framework qui est léger, c'est vraiment le plus léger, il n'y a pas beaucoup de lignes de code, 800 lignes de code. Ça va être facile d'apprendre à s'en servir, ça va être facile de devenir familier avec sa base de code, de débugger directement dans Backbone. Et c'est aussi le framework qui s'est diffusé le plus rapidement, le plus ancien, qui est vraiment bien installé, en tout cas avec des grosses communautés. Donc par contre, comme c'est vraiment une structure, il y a plein de manières de faire les choses. Et du coup, on va essayer de servir de... Il y a pas mal de librairies qui sont construites par-dessus Backbone et qui sont servies de Backbone comme justement d'une colonne vertébrale, comme Spine, Thorax, Marionette ou Restob, et qui vont nous apporter un petit peu des fonctionnalités de plus haut niveau, basées sur cette structure saine qui est Backbone. Pour Ember, on va avoir une très bonne documentation de l'API, on va avoir les guides qui sont... Au début, on n'avait pas beaucoup de guides, l'API bougeait beaucoup, mais là, voilà, ça commence à se stabiliser, on va trouver beaucoup de guides. On a même un tutoriel complet qui va nous accompagner dans le développement de notre première application Ember, qui existe depuis peu. On a une super communauté Stack Overflow qui va répondre à nos questions, qui est très active. Il y a même une extension Chrome qui va nous permettre un petit peu d'inspecter tout ce qui se passe dans notre application Ember, de rentrer un petit peu dedans. Par contre, l'un des avantages, c'est que comme Ember, son API a beaucoup évolué, que ce soit Ember ou Ember Data, ça va être difficile de trouver des ressources sur le web qui vont être à jour, qui vont utiliser les dernières versions d'Ember. Et souvent, on va retrouver des réponses à des questions sur Stack Overflow qui utilisent des API qui n'existent plus dans Ember. Il faudra faire attention à ça. Et enfin, l'écosystème d'Angular, donc très, très riche. Donc, il est vraiment propulsé par Google. Ils ont mis beaucoup d'efforts sur la documentation, sur les guides, sur les tutoriaux, sur comment on va faire les tests, etc. Ils ont également une extension Chrome qui s'appelle Batarang, qui va nous permettre pareil, de regarder un petit peu comment fonctionne notre application Angular dans nos outils développeurs sur notre navigateur, et de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre scope, et puis de débugger notre application. Je voulais parler aussi d'Angular UI, parce que du coup, je vous disais que le routeur d'Angular est un peu un point faible, et la communauté l'a remonté, a fait des issues sur GitHub, et on sent que, même des pull requests, on sent que Google, ils veulent un petit peu garder le contrôle, ils disent, OK, on sent que le routeur, on a encore du boulot à faire, par contre, on aimerait bien le faire, nous, tranquillement, de notre côté, et du coup, on ne va pas merger vos pull requests. Du coup, ça a un petit peu énervé les gens qui ont, du coup, sorti un projet à côté qui s'appelle UI Router, qui va vraiment s'appuyer sur un petit peu les principes qu'on a dans Ember, avec cette machine à état fini, ces vues imbriquées, pour proposer un routeur digne de ce nom à Angular. Donc par contre, il est encore un petit peu jeune. On va finir par parler du futur de ces trois frameworks. Donc le futur de Backbone, il est sorti, comme je vous disais, en 1.0 en mars. Depuis, il n'y a pas eu de nouvelle version, même mineure. Et du coup, quand on écoute Jérémy Ashkenaz, son objectif, c'est de continuer à fournir les composants minimums qui vont vous permettre de structurer vos développements d'applications riches. Ils n'ont pas d'ambition d'aller un peu plus loin. C'est vraiment, on veut garder une structure de base. On veut que les utilisateurs aient le contrôle sur le développement d'applications JavaScript. Ember, l'objectif à court terme, ça va être vraiment de stabiliser et de réaliser Ember Data, la 1.0 finale. On a vu les balises script avec Metamorph, qui était un petit peu pénible. Donc ça, ils en ont bien conscience aussi, et ils ont pour objectif de, à terme, s'en débarrasser, de faire en sorte de travailler un petit peu aussi directement sur les éléments du DOM, pour pouvoir faire les bindings. Avec ECMAScript 6 qui va arriver, et ces nouvelles fonctionnalités comme les modules en JavaScript ou Object.Observe, Object.Observe, ça va être une appli qui va nous permettre de lever des événements dès qu'un attribut d'un objet change, lever des événements, mais directement dans le corps de JavaScript. Donc plutôt que nous forcer à passer par des points set, et là directement JavaScript il va faire pour nous cette levée d'événements sur les changements des objets. Donc voilà, l'objectif c'est à terme d'en tirer parti et d'en profiter dans Ember. Et puis aussi, pareil, commencer à embrasser les web components, mais ils ont une approche quand même un peu plus en recul que celle d'Angular où ils vont vraiment tout de suite, on va en parler tout de suite, vraiment anticiper sur les web components avec ces directives, et même là, travailler en collaboration avec les gens qui sont derrière Polymer, qui essayent de fournir des shims pour utiliser les web components aujourd'hui dans les navigateurs récents. Donc ils veulent vraiment embrasser les standards, et pareil, tirer parti des nouvelles features de S6 avec les modules et Object.Observe. Object.Observe qui va nous faire gagner pas mal de performance par rapport au dirty checking, donc plutôt qu'aller regarder dans le scope tout ce qui est de crawler un petit peu tout le scope et de regarder tous les changements qu'il y a pu avoir, tirer parti de Object.Observe pour que le moteur JavaScript nous lève les événements et gagner fortement en performance. Ils ont implémenté du coup dans une branche séparée d'Angular, ils ont vraiment constaté des gains en performance très très impressionnants. Rapide conclusion, donc Backbone, on a vraiment une fondation de base, une structure de base qui va nous permettre de construire notre application. Gros point fort, c'est que du coup on a le contrôle sur tout ce qu'on fait, on va vraiment pouvoir construire des applications Backbone
dans lequel on va contrôler tout ce qu'on fait. On va faire nous-mêmes le câblage, on ne va pas avoir des choses qui se passent dans tous les sens, c'est vraiment nous qui allons dire très précisément ce qu'on veut faire, et du coup on va faire des applications qui sont plus légères en mémoire, plus légères en exécution, parce qu'on n'a pas du câblage qui est fait pour nous automatiquement. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il y a peu de fonctionnalités, qu'on a pas mal de travail à faire manuellement, et bien comprendre comment fonctionne JavaScript pour gérer notre mémoire aussi correctement. Ember, donc gros point fort, c'est que voilà, on va avoir plein de fonctionnalités, il est très ambitieux, il a un routeur qui est vraiment adapté au développement d'applications riches en JavaScript. Donc pour moi, c'est vraiment ces gros points forts. En plus, on est arrivé à la 1.0, donc voilà, c'était quand même un long processus pour arriver à la version stable, donc avec pas mal de changements, de bouleversements d'API. Et du coup, on peut se demander si finalement il n'y a pas trop d'ambition, peut-être pour Ember Data, est-ce que finalement les ambitions sont pas trop élevées pour Ember qui veut vraiment prendre en charge plein de choses. Angular, donc il a vraiment cette approche où il va embrasser le futur du web, il va embrasser HTML, travailler sur l'HTML, travailler avec les web components aujourd'hui, nous proposer des directives. Il y a une super documentation et vraiment un gros point fort sur la testabilité d'Angular. Par contre, sur les points faibles, on va avoir le routeur qui est vraiment, enfin le routeur qui est inclus de base, qui est vraiment un petit peu limité, et un ticket d'entrée qui est pas négligeable sur des concepts un petit peu avancés, sur les directives notamment. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Super. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour Loïc. Salut. Petite question, si tu devais choisir entre justement Angular, Backbone et Ember, tu choisirais lequel et peut-être pour quelle application? Parce qu'il y a aussi CanJS, je crois, qui est en train de monter pas mal. Quel est ton point de vue là-dessus? Du coup, c'est la question que j'ai régulièrement. Donc, je ne vais pas faire de choix pour vous. Donc, moi, l'objectif de cette présentation, c'était vraiment de vous présenter la philosophie de chacun de ces frameworks, là où ils vont avoir des points forts, là où ils vont avoir des points faibles. Et après, je vais vous laisser, vous, en fonction de vos contextes, des types d'applications que vous allez développer, faire vos propres choix, et aussi de vos affinités, de faire vos propres choix et d'investir sur l'un de ces trois frameworks. Et moi, du coup, aujourd'hui, c'est pareil, ça va vraiment dépendre du contexte et du type d'application que je vais vouloir développer. Désolé. Bonjour, est-ce qu'il y a des différences de performance sur l'exécution et éventuellement dans le support des navigateurs, peut-être, voilà, entre les trois? Différence de performance, donc du coup, en ce qui concerne Backbone, comme on va faire plein de choses manuellement, c'est vraiment nous qui allons maîtriser nos performances. On va vraiment, si ça se passe mal, c'est que quelque part, sur le câblage qu'on a fait, on a voulu écouter trop d'événements, on a fait des fuites mémoire, etc. Donc avec Backbone, c'est vraiment là où on va pouvoir avoir le plus de performance parce qu'on va avoir une maîtrise totale de ce qu'on fait. Avec Ember, avec tous les bindings un petit peu dynamiques qui vont se mettre en place, dès qu'on va avoir une application hyper riche avec des interfaces qui se mettent à jour dans tous les sens, donc sur les versions, en tout cas les versions préliminaires, les bêtas, les release candidates, il y avait pas mal de problèmes, de fuites mémoire, etc. Mais donc voilà, sur la 1.0, ils ont vraiment réussi à converger, à corriger tout ça et à avoir des applications Ember qui tiennent la route. Donc il faut quand même faire attention, il y a des applications Ember, quand on les laisse longtemps ouvertes dans un onglet, on peut se rendre compte que vite la mémoire elle peut monter, elle peut grimper et utiliser pas mal de processeurs. Et en ce qui concerne Angular, faut faire un petit peu attention, est-ce qu'on va vouloir inspecter ce scope en profondeur, tout ce qu'on va mettre dans le scope, pour vraiment maîtriser un petit peu ce dirty checking. Et on va vraiment du coup profiter d'Object.Observe dans le futur pour avoir des performances optimales avec Angular. Merci beaucoup pour l'introduction aux trois frameworks. J'avais une question liée aux performances, justement. Est-ce qu'il y en a un, on va dire, qui sera plus favorable au mobile que l'autre? Ou est-ce que tu as eu une expérience peut-être sur mobile un peu plus compliquée, peut-être sur Ember ou sur Backbone? Merci. Ça va être un peu le même type de réponse. Donc, je n'ai pas fait de grosses applications mobiles avec Ember ou Angular. Par contre, avec Backbone, voilà, quand on maîtrise tout, on va vraiment avoir des performances qui vont être bien sur le mobile.
On va voir en tout cas ce qui est sûr, le gros coup d'entrée sur Ember. On va tout de suite télécharger une grosse librairie. Donc on a vu 1 méga de sources, mais bon, heureusement en compressé ça revient à moins cher. Mais globalement les trois fonctionnent bien sur le mobile. Après voilà, on va toujours faire attention à nos performances, au dirty checking, à tous les éléments qu'il va y avoir dans Ember. Et c'est vraiment en comprenant bien les fonctionnements internes de chacun de ces frameworks qu'on va pouvoir maîtriser ça. Et on va faire d'autant plus attention sur mobile qu'on va le faire sur desktop. Mais j'ai pas vraiment de retour plus avancé que ça. Plus d'autres questions? Une dernière, non? Oui. Bonjour. Est-ce que sur ces frameworks, il n'y a pas des problématiques d'indexation Google ou parce qu'on est sur des applications full JavaScript finalement. Donc comment ça se passe à ce niveau-là? On a encore effectivement des problématiques de SEO sur les applications riches en JavaScript. Donc, mais on se rend compte que Google, finalement, ils sont en train de mettre en place pas mal d'outils qui vont lui permettre de crawler des applications dynamiques. Ils vont exécuter du code JavaScript sur leur serveur pour faire un petit peu le rendu de code JavaScript. Donc c'est pas encore tout à fait prêt, mais ça commence à arriver. Après, une autre stratégie, ça peut être de dire j'intercepte quand c'est un robot qui vient crawler ma page et je fais tout mon rendu côté serveur avec du Node.js, etc. Par contre, ça coûte très cher à mettre en place et c'est beaucoup plus complexe. Mais oui, effectivement, il y a encore des problématiques de SEO avec ces applications. Plus personne? Là-bas au fond non plus? Ça va? Eh bien, je pense qu'on peut applaudir très fort. Merci beaucoup.